les entreprises les plus performantes seraient-elles celles qui bâtissent la capacité d'apprendre plus vite que la concurrence? Je suis Cyril Ijard et avec la société nous avons décidé d'aller à la rencontre de celles et ceux qui font l'entreprise apprenante. Responsables de la formation, DRH, directrices et directeurs d'universités d'entreprise, experts de la EdTech ou de la pédagogie, nos invités viennent partager leurs expériences, leurs apprentissages et leur vision de la formation professionnelle et du développement des compétences. Au fait, c'est qui nous? Nous, c'est un collectif dont la mission est d'accompagner le développement des compétences des organisations. Et c'est grâce à nous que le podcast L'entreprise apprenante existe. Aujourd'hui, je reçois Laurent Butel, directeur France de Digrid, une plateforme pour développer les compétences des organisations. Avec Laurent, on échange sur comment faire le lien entre les compétences et les opportunités business d'une organisation en mettant le collaborateur au cœur de l'expérience. Dans cette optique, l'apprenant se met donc en situation d'apprentissage pour parvenir à un objectif concret qui sert l'organisation, mais également son parcours dans l'entreprise. En ce sens, Laurent et Digrid défendent une vision très forte sur l'empowerment du collaborateur dans son développement de compétences qui doivent l'amener à déclarer des compétences métiers, mais aussi des compétences cachées. Laurent partage également comment la détection des compétences permet de créer des opportunités pour le business, pour les RH et pour les services formation. Et il nous donne un exemple d'une grande entreprise ayant développé une culture apprenante assez remarquable. Bonne écoute. Bonjour Laurent. Bonjour Cyril. Laurent, je suis super heureux de te recevoir dans l'entreprise apprenante. On va parler ensemble de pas mal de compétences. On va parler de Digrid et tu vas nous expliquer de tout ce que vous faites de beau chez Digrid et surtout la vision que vous portez et toutes les expériences que vous avez avec de nombreux clients de par le monde. Pour commencer, Laurent, je vais t'inviter à te présenter et nous dire quels sont finalement les événements clés de ta carrière qui t'ont amené à devenir aujourd'hui directeur France chez Digrid. Également, super content de te rejoindre sur ce podcast, Cyril. Donc, les éléments qui ont fait que je suis devenu directeur France chez Digrid, c'est avant tout perso parce que j'ai évolué au travers de différents diplômes depuis un BEP PCAP en cuisine jusqu'à un MBA qui ont fait que pour moi en fait les compétences et le fait de continuer à apprendre et d'être motivé ça a été la clé pour moi d'avancer et donc de faire le lien avec Digrid qui est fait de mes différentes évolutions au travers de mes études, d'avoir travaillé dans la restauration jusqu'à faire mon MBA chez Accor et ensuite travailler dans le conseil, Forrester Research, Gartner, travailler chez LinkedIn aussi sur toute la partie talent. Et c'est là où j'ai trouvé aussi ce métier très intéressant des HR, du talent, du learning. Et donc ça pour moi ça faisait sens lorsque j'ai eu l'opportunité de prendre ce rôle chez Digrid. C'est ça qui m'a motivé par leur mission et leur vision au travers de l'apprentissage. Ah, mais ça fait le lien effectivement avec la présentation de Digrid. Donc Digrid, c'est une startup qui est née aux États-Unis. Mais est-ce que tu peux nous parler de la jeune histoire de Digrid et finalement de l'ambition initiale? Pourquoi est né Digrid en fait? Bien sûr. Donc Digrid, donc nous on est américain, on est fondé par deux personnes, donc qui sont David Blake et Eric Sharp. Donc ils nous ont créé en 2012. Ils ont avec une idée qui était vraiment de jailbreak the degree. C'était vraiment la mission. Donc en français, c'est essayer de casser un peu la structure unique d'un seul et même diplôme qui était un peu qui parfois aussi peut-être dans la culture française reste un peu le sésame pour aller faire évoluer dans sa carrière. Et donc eux, dans leur vision, c'était de faire en sorte que la formation, l'éducation ne reste pas bloquée que sur ce carcan-là, on va dire, et aller voir un peu ailleurs et autrement. Ça comprendre qu'il y a également d'autres formes d'apprentissage et qu'elles peuvent servir pour faire évoluer les collaborateurs. Et donc, c'est lié également à la démocratisation des contenus d'apprentissage. Enfin, même on peut parler d'explosion des contenus d'apprentissage et des différentes façons d'apprendre. Ok. Donc ça, c'est un peu la vision de Digrid. Ensuite, de là d'où on vient, donc 2012. Ensuite, 2015, on a commencé à approcher le marché de B2B. Donc on a évolué donc plus sur le marché entreprise en français. En 2016, le produit qu'on avait déjà
construit et a été identifié un peu par les grands leaders du conseil sur le marché en termes de LXP ou Learning Experience Platform, plateforme d'apprentissage. Et ensuite, on a évolué au travers de différentes acquisitions qui nous ont permis de nous renforcer. La dernière en date, c'est plus sur la partie mobilité interne, développement. Donc aujourd'hui, 2020-2021, on est à plus de 550 collaborateurs et notre vision, c'est vraiment d'essayer de connecter l'apprentissage à des compétences et ces compétences-là à des opportunités de développement pour les collaborateurs. Ok, donc on voit qu'effectivement en 9 ans, finalement depuis 2012, il y a une vraie belle évolution, mais on voit quand même que la mission originelle, même si aujourd'hui tu l'as traduit entre les opportunités, et les compétences et les gens bien sûr, parce qu'il est toujours question de gens. On voit qu'il y a quand même un vrai fil rouge de Digrid et que en passant du B2C au B2B, vous avez quand même bien structuré les choses. Ce qui fait qu'aujourd'hui donc Digrid s'adresse et toujours en B2C, on est d'accord, aux particuliers qui veulent se former, développer leurs compétences, et donc beaucoup en B2B, et ça on va en reparler. Moi j'aimerais un peu qu'on arrive à mettre en miroir finalement cette vision et cette mission qu'a Digrid, qui arrive avec aussi une culture nord-américaine, une culture US, vis-à-vis finalement de la culture de la formation en France. C'est quoi le regard que tu portes finalement sur la vision de Digrid et aujourd'hui l'état de la formation en France et la culture formation en France? Dans un premier temps, on s'est sur de la donnée. On a pu voir aussi des clients avec lesquels on travaille, donc qui sont des noms publics tels que Capgemini, des acteurs français, certes internationaux, sur une culture d'apprentissage. Donc on peut voir au travers également de différentes études qu'on a pu mener que le travailleur français parfois on peur un peu plus de la capacité en fait de ses compétences à tenir sur le long terme. Également, on a ressorti quelques collaborateurs sur les 5 prochaines années, et également dans une perception en fait de son job, et va penser en fait à évoluer derrière ça. Donc on va dire que l'approche qu'on a sur la formation en France est dans certaines sociétés peut-être parfois un peu old school, mais on a vu énormément d'évolution. Elle tend à se moderniser, et de plus avec le Covid, avec toute cette transformation qui a été un peu accélérée, on a pu voir que même si on a une image parfois un petit peu de la France qui peut être à la traîne, on a énormément d'acteurs qui se développent super vite, et surtout sur la formation. Donc les entreprises se sont beaucoup développées également là-dessus. Ouais, effectivement. Gros acteur de la transfo, le Covid-19, avec, on le voit dans les services formation, des accélérations qui sont plus que notables sur la digitalisation bien sûr, mais aussi sur plein d'autres sujets, et on se rend compte que ça va transformer durablement effectivement la façon dont on forme les gens en France, et ça c'est quand même assez intéressant. Ça, et juste pour essayer de compléter sur vraiment nous après le comment Digrid essaye de il y a la crise bien sûr qui est arrivée, la culture française, c'est s'intégrer en fait dans tout cela, en créant vraiment un écosystème qui permet aux collaborateurs lui d'avoir une expérience en tant qu'apprenant réussi, c'est-à-dire lui simplifier la vie et rationaliser tout ça. Donc on n'est pas là pour réinventer quelque chose, on est vraiment dans une approche on accompagne en fait les organisations, on accompagne en fait la stratégie de learning qu'ont les sociétés. On n'est pas là pour la perturber dans un sens, on est juste là pour l'accélérer, pour la rendre plus dynamique, voire même l'enrichir, puisqu'encore une fois, on va s'appuyer sur des données, on va s'appuyer sur plein d'éléments qui servent à l'organisation, mais toujours avec un focus à 100% sur le collaborateur. Ouais, et ça fait vraiment effectivement c'est le point important en fait. Tu as mentionné cette notion d'expérience utilisateur, et on parle effectivement d'expérience apprenant. Vous, l'apprenant, il est vraiment au cœur de votre vision. Aujourd'hui, alors on en parle beaucoup de l'expérience apprenant qui est finalement un dérivé de l'expérience utilisateur, mais comment fait-on finalement concrètement quand on est une entreprise, pour rendre l'apprenant acteur de son développement de compétences? Et quand je pose cette question dans un contexte où, je prends le contexte français qu'on connaît, c'est que le collaborateur
il a toujours été habitué à ce que la formation lui soit posée devant lui et qu'il aille se rendre dans une salle et qu'il aille se former. Donc comment on fait pour que maintenant il s'empare finalement de son plan de développement de compétences, de son plan de formation, et qu'il devienne finalement le principal acteur et contributeur de son développement? Non, ouais, ça c'est tu le dis, hein, c'est s'emparer de son parcours, de sa formation, de son développement. C'est les rendre acteurs. En anglais, on utilise beaucoup le mot empower du collaborateur, mais c'est les rendre acteurs en fait de leur approche d'apprentissage au quotidien et leur permettre en fait d'avoir une meilleure visibilité. Nous, c'est ce qu'on essaie vraiment de développer comme vision avec nos clients. C'est que le collaborateur est pas juste là pour apprendre, parce qu'encore une fois, apprendre sans but, c'est ça a pas de finalité pour eux. Alors que si on leur donne la visibilité sur leur état de leurs compétences à eux en tant que collaborateurs, si on leur donne une projection sur qu'est-ce qu'ils peuvent en faire de ces compétences, parce que j'ai beau avoir eu un diplôme d'une école A, et c'est ce pourquoi j'ai été recruté dans la société, j'ai cependant peut-être d'autres compétences qui peuvent être mises à profit pour d'autres projets dans la société, mais sauf qu'on ne les voit pas. Donc c'est pouvoir déclarer tout ça, c'est pouvoir encore une fois engager et rendre le collaborateur beaucoup plus dynamique dans son apprentissage, mais également la société de développer une fidélisation au travers du collaborateur. Encore une fois, dans notre vision, dans notre mission de connecter vraiment l'apprentissage à des compétences et des opportunités, c'est pour que le collaborateur puisse mettre en pratique, soit évoluer sur un poste supérieur, soit évoluer latéralement, identifier en fait ce qu'il a réellement envie de faire, parce que on sait que dans des moments comme ça de crise, de transformation, on est parfois il y a des métiers qui sont un peu mis à l'écart. Est-ce que peut-être que ces personnes qui ont ces métiers-là ont des compétences qu'on pourrait mettre à profit pour d'autres projets dans la société? Et donc là, c'est avec Digrid, ça permet en fait d'avoir cette visibilité-là pour les organisations et donner plus de visibilité pour le collaborateur. J'espère que c'est assez clair. J'essaie de... Carrément. Alors, on va rentrer dans cette notion de compétence qui est finalement une notion ultra vivante, mais je veux revenir quand même sur un sujet. Tu en as parlé en préambule et tu viens d'en reparler. C'est cette notion de diplôme, en disant que Digrid était finalement pour, si ce n'est remettre en cause, on va dire, le diplôme de formation initiale qu'on a eu, en tout cas, se dire que nous ne sommes pas les diplômes que nous avons eus il y a 3 ans, il y a 5 ans, il y a 20 ans, et qu'aujourd'hui, finalement, les compétences, ce sont des éléments qui sont vivants et que l'on peut acquérir à tout âge de la vie. Comment aujourd'hui, peut-être que tu peux nous le dire en France, mais au niveau international, comment finalement cette vision que vous poussez et qui me paraît assez légitime, comment elle est finalement accueillie dans les entreprises, parce qu'on a quand même aussi la vision des entreprises qui recrutent des profils et qui recrutent des profils avec certaines écoles et tout ça. Comment c'est accueilli par les entreprises cette vision-là? Quand tu poses cette question-là, parce que tu parles de recrutement des profils, disons que je me mets à la place d'une entreprise, et les entreprises elles recrutent souvent encore des profils qui viennent de telle ou telle école, et que à côté de ça, il y a des gens qui ont peut-être pas fait ces écoles, ou qui les ont fait il y a longtemps et qui ont peut-être pas évolué dans leurs compétences, et par ailleurs, il y a des gens qui ont peut-être fait moins d'écoles ou qui ont eu des parcours un peu plus ou chaotiques, ou en tout cas des parcours beaucoup plus lézardés, et qui arrivent à avoir des compétences ultra fortes. Je pense que tu en es un exemple où tu as commencé par un parcours et tu as fini sur quelque chose de totalement différent. Donc comment aujourd'hui les entreprises elles appréhendent ça? Quelle est ta vision quand tu échanges avec elles? On voit que, merci en tout cas d'avoir clarifié, Cyril. Et en fait, on voit sur certaines sociétés qu'il y a une grande maturité, ils sont progressistes vraiment dans leur façon de penser. Après, il y en a d'autres un peu moins, de par leur structure, de par leur industrie, fait que on peut pas se permettre en fait d'avoir des profils parfois peut-être trop atypiques, parce que encore une fois, c'est des diplômes qui sont assez spécialisés, et on peut pas inventer sans avoir être passé par ce sérail. Tu as des profils selon les industries. Tu as des industries à un moment donné, quand tu as besoin effectivement d'ingénieurs sur de l'aéronautique ou de la mécanique des fluides, ça s'invente pas. Mais effectivement, peut-être sur des métiers où il y a besoin peut-être plus de soft skills que de hard skills, c'est là où on se rend compte que le diplôme n'est pas forcément le sésame, en tout cas tout au long de la vie, quoi. En effet, après, il y a des personnes où, si on prend l'exemple par exemple de Capgemini, c'était sur
un témoignage d'un des webinaires qu'on a fait avec eux. On sait très bien qu'ils ont un focus avec des professionnels sur de l'IT. Cependant, ils mettent toujours à profit, ils incluent toujours dans les parcours de formation du soft skills. Après, il y a d'autres sociétés qui vont pas s'empêcher en fait le fait d'avoir un collaborateur qui a beau avoir un profil de data scientist, si demain il veut aller faire du marketing, ils vont l'accompagner en fait dans sa transformation. Donc on voit voilà, il y a des modèles qui sont très progressistes. Encore une fois, on va autoriser en fait le collaborateur, certes il n'a pas de diplôme d'école de marketing, mais voilà, il a un engouement, il a les capacités et surtout il a les compétences. Et donc de pouvoir lui donner la possibilité de se réinventer au sein de la société, c'est formidable. Et on voit des exemples dans certains chez certains clients. On sait pas tous les jours qu'un data scientist veut passer au marketing, bien sûr, mais voilà, c'est quelque chose qui existe. Oui, c'est clair. Non, effectivement, il y a des exemples assez intéressants tu as parlé du marketing, il y a des exemples aussi très intéressants dans les RH. Il y a des gens qui vont dans la sphère RH et qui sont pas du tout au départ du RH, qui viennent plutôt parfois du métier des opérations, voire du marketing. Donc effectivement, c'est assez intéressant. Mais pour tout ça, et tu l'as dit, il faut il faut connaître l'intention de la personne, il faut connaître aussi ses compétences. Et donc je voudrais vraiment qu'on s'arrête sur cette notion de compétence, avec finalement cette compétence, c'est un marché, c'est un marché avec son cours, avec son offre et sa demande en interne et en externe des entreprises. Il y a effectivement des cours qui s'envolent et d'autres cours qui s'effondrent. Donc je sais que vous avez fait en plus une grosse étude d'Igrid sur aussi cette notion de compétences au niveau international, et j'invite les auditeurs à aller la revoir. On mettra sûrement le lien dans l'épisode parce qu'elle est ultra intéressante. Finalement, comment vous appréhendez ce marché avec à la fois des compétences qui sont visibles et des compétences invisibles? Comment vous faites au niveau avec les entreprises, comment vous bossez avec elles sur ces compétences visibles, mais aussi ces compétences invisibles qui sont plus difficiles à aller chercher? Comment on les accompagne? C'est leur donner la visibilité sur quelles sont les compétences actuelles déjà un état des lieux des compétences qui sont dans leur société. Donc tout ça en intégrant soit ce qu'ils ont déjà, des taxonomies de compétences, etc. Et de l'enrichir aussi de notre existant, de pouvoir renforcer en fait quels sont les sujets peut-être qui sont les plus sollicités aujourd'hui. On commence à avoir de plus en plus de données au travers de l'étude, comme tu l'as cité, sur l'état des compétences. On peut analyser que par exemple des compétences comme l'IT, la programmation, sont des compétences qui sont plus en danger, enfin du moins qui ressortent le plus en danger, la communication et la créativité également, 1, 2, 3 dans l'ordre, des compétences qui sont, de ce qui en ressort des personnes auditées en France, les compétences les plus en danger. Et donc on voit qu'il y a du hard skills, créativité, c'est du soft skills, la négociation, etc. Comment on accompagne les organisations avec lesquelles on travaille, c'est principalement de leur donner la visibilité sur, encore une fois, voilà, un état des lieux, comprendre l'évolution par le collaborateur de là où il en est, et ce qu'il va devoir développer pour être plus efficace, pour qu'il ne se sente plus en danger au niveau de sa compétence. Parce que on voit la programmation, ça évolue tout le temps. Les langages de programmation évoluent assez souvent, et donc c'est de là en fait que peuvent venir en fait ce sentiment d'insécurité de la part du collaborateur et ce besoin en fait de continuer à se former. Ok, ouais, effectivement, c'est un bon exemple, la partie IT, notamment les développeurs, parce que selon les études, effectivement, on voit que des compétences utiles, parfois, elles sont utiles que quelques années, voire quelques dizaines de mois. Donc, c'est vrai que quand on se met dans la peau d'un développeur, on peut se dire qu'il faut rapidement se mettre à jour sur des nouvelles technos pour pouvoir toujours être dans le match. Et par rapport à ces enjeux finalement de mutation, parce qu'on se rend compte que ces compétences elles sont vivantes, et tu disais donc dans l'étude on le voit bien, on a des compétences qui est vraiment, tu parles de compétences en danger, donc ce sont des compétences sur lesquelles on a des énormes besoins, que ce soit du hard skills et du soft skills. Comment finalement on connecte les enjeux métiers face aux besoins en compétences? En fait, avant même de te poser la question, moi je me positionne un peu dans l'économie traditionnelle en disant, mais avant on faisait des schémas, ce qu'on appelait de GPEC, donc en fait
on se disait, on va cartographier l'ensemble des compétences de la boîte. On va voir quelles sont les compétences requises versus les compétences acquises. Et ensuite, on va voir quelle est la différence entre les compétences requises et compétences acquises. Bon, le problème de tout ça, c'est que dans une boîte de 500, 1000 ou 10 000 salariés, ça prend un temps incommensurable, ça prend une énergie folle, ça demande de mettre beaucoup de monde dans le projet, des managers, toutes les business units. Et finalement, c'est des projets qu'on peut pas maintenir parce qu'on a fait ça pendant 18 mois, on a fait un travail de folie et c'est très très compliqué à maintenir, à développer. Comment vous finalement vous inscrivez dans le fait que vous, par rapport à des compétences qui sont identifiées dans l'organisation, qui soient visibles, vous arrivez à les connecter à des opportunités business. C'est quoi le lien que vous arrivez à faire? C'est une question super intéressante sur laquelle je pense qu'on pourrait aller très loin, mais déjà dans un premier temps, c'est nous ce qu'on voit et comment on arrive à connecter ça, c'est avant tout c'est de comprendre quelles sont les compétences quels sont les objectifs, on va dire business de l'organisation avec laquelle on travaille, et ensuite de réussir à comprendre quelles sont les compétences aujourd'hui qu'ils ont, parce que tu parlais de GPEC, Workforce Planning, c'est toujours d'actualité. En revanche, c'est énormément de sources de données qui sont à droite à gauche, ou alors parfois on en a, parfois on pense qu'on en a mais on ne l'a pas, ou vice versa, et souvent on a un peu de compétences quand même sur des fiches de poste. Donc c'est essayer déjà de donner cette visibilité-là aux sociétés, c'est d'avoir une compréhension de quelles sont les compétences en lien avec leurs objectifs business. Ensuite, on sait que c'est identifier, c'est jusqu'à 5 compétences pour atteindre en fait les objectifs de cette société. Ensuite, on va avoir la possibilité vraiment d'avoir une base de données complète des compétences de la société qui vont nous donner une visibilité. Quelles sont les nouvelles compétences qui sont en développement, quels sont les nouveaux sujets qui sont liés à ces compétences-là, et donc de pouvoir vraiment on va faire une association en fait entre des objectifs business, encore une fois, et une stratégie de compétences. On voit que c'est un gros enjeu, tout ce qui est, on va appeler de upskilling, reskilling, et on sait très bien qu'ils ont un besoin d'identifier, de mapper tout ça. Donc nous, au travers de notre plateforme, ce qu'on fait, c'est dans une étape préliminaire, s'il y a déjà un inventaire ou pas de compétences dans la société, le collaborateur, on va lui proposer de s'auto-évaluer sur le set de compétences qu'il est censé avoir développé au travers de son métier. Donc ça permettra en fait à l'organisation déjà de comprendre un certain volume. Et après, dans le temps, on va proposer au collaborateur d'aller un peu plus loin dans son évaluation pour pouvoir amener plus de granularité à l'organisation. Et ensuite, avec ce niveau de granularité, si je vais jusqu'à passer des quiz sur une compétence clé, on prenait l'exemple du programmeur, je vais pouvoir, en tant qu'organisation, comprendre est-ce que demain, on doit développer cette nouvelle stratégie. Est-ce qu'on a vraiment toutes les bonnes personnes pour gagner, ou du moins les bonnes compétences pour gagner ces enjeux de demain? J'espère que je suis clair, j'essaie de... Ouais, c'est très clair. En fait, ce que je comprends en fait dans ce que vous mettez en place, c'est que vous partez vraiment des objectifs business, ce qui me paraît être assez intéressant, en disant effectivement par rapport aux objectifs du business, on va définir effectivement un socle de compétences par unité de métier ou par business unit qui vont nous permettre d'atteindre finalement ces objectifs business. Et ensuite, on donne à chaque collaborateur les moyens d'une part de s'auto-évaluer. Donc il y a cette notion d'auto-évaluation qui est très intéressante et qui est aussi par certains aspects une certaine nouveauté, parce qu'en fait on souhaite toujours, jusqu'à présent on a toujours souhaité évaluer les compétences par le manager ou par un tiers. Là, l'idée c'est de dire le collaborateur peut commencer par s'auto-évaluer, et puis ensuite on peut mettre des jalons qui sont des quiz, qui sont peut-être d'autres éléments qui permettent ensuite d'évaluer et de faire peut-être une contre, ou en tout cas d'enrichir l'évaluation pour permettre en fait de bien valider la compétence du collaborateur. Et juste pour ajouter, c'est vraiment cette base de données en fait de compétences qui va accompagner vraiment le collaborateur dans son développement, à savoir est-ce que j'ai les bonnes compétences pour me développer. Quand on parle de aussi bien des personnes qui sont dans un call center, on sait très bien que aujourd'hui, avant elles avaient compétences ABC, demain elles ont peut-être besoin en plus de la communication, de l'empathie, du data science, d'autres compétences. Et donc c'est là parce qu'on sait très bien que tout est en
en constante évolution que le collaborateur a besoin de s'évoluer, donc d'évoluer. Donc on sait qu'un call center va être un lien, un enjeu vraiment stratégique pour certaines organisations, et donc il faut développer les bonnes compétences pour répondre aux objectifs business. Ok. Et alors vous, ce qui est intéressant, c'est que là, on a fait par exemple un point focus sur le collaborateur qui, lui, il sait quelles sont ses compétences, il arrive à développer, il voit aussi quelles compétences il doit développer parce que l'organisation lui a dit, ben, sur ces 5 compétences clés, tu as besoin de développer tes compétences là. Ça ne l'empêche pas d'aller développer d'autres compétences qui lui donne envie, ou il a envie de se développer. Donc ça, c'est, on va dire, vous allez avoir de la data, et vos clients vont avoir de la data au niveau, on va dire, micro, au niveau du collaborateur. Mais ensuite, quand on se met au niveau globalement de l'entreprise, à partir du moment où l'entreprise vraiment a cette cartographie et cette data de compétences, qu'est-ce qu'elle peut faire qu'elle ne pouvait pas faire jusqu'à présent? C'est quoi, à partir de cette data, quelles sont en fait la valeur ajoutée que peut apporter une plateforme comme Digrid à partir du moment où on a beaucoup de data de collaborateurs? Est-ce qu'il y a une data décision? Comment ça se passe pour un RH qui a toutes ces data? Il y a plusieurs aspects en fait. Avoir accès en fait plusieurs angles en fait. Avoir accès à cette donnée pour l'organisation, c'est déjà comprendre. Encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est savoir est-ce qu'on a les bonnes personnes, ou du moins les bonnes compétences pour gagner. Comment on fait pour développer nos collaborateurs? Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour développer nos collaborateurs et développer leur apprentissage en fonction de là où on se positionne au niveau des compétences. Donc ça, déjà, d'un point de vue compétences, de comprendre cela, d'identifier également en termes d'organisation quelles sont les recherches les plus sollicitées. C'est-à-dire que parfois on va se dire, on est une organisation, on fait de l'IT, ils vont rechercher des sujets IT, on les connaît, et parfois on va pouvoir identifier qu'il y a d'autres sujets qu'on n'avait pas encore identifiés, qui sont en recherche. On voit que nos collaborateurs, il va falloir créer plus de contenu en fonction de ça. C'est donner la possibilité vraiment, encore une fois, à l'organisation d'identifier parfois des experts sur des sujets pour développer les autres collaborateurs. Et là, c'est faire le lien, encore une fois, entre compétences et opportunités, parce que la plateforme permet en fait d'identifier Cyril qui a les bonnes compétences et qui va pouvoir mentorer Laurent sur tel et tel sujet, parce que il est d'un niveau 6 sur la compétence communication. Voilà, Laurent, il est d'un niveau 4. Ce serait bien qu'il soit mentoré. Donc, c'est identifier d'un point de vue RH cela. C'est également avoir la possibilité, d'un point de vue encore RH talent, de comprendre quelles sont les bonnes personnes qui pourraient suivre d'autres parcours de formation, ou alors évoluer peut-être plus rapidement. C'est comprendre vraiment quelles sont nos ressources en interne, sans avoir besoin d'aller automatiquement faire appel à des cabinets peut-être à l'extérieur. C'est déjà comprendre vraiment notre état des lieux en interne pour atteindre nos objectifs, et peut-être mieux former nos collaborateurs. C'est on va dire investir en fait dans nos collaborateurs pour pouvoir les atteindre nos objectifs. Et ça, tout ça grâce à la data. Ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est que effectivement on voit finalement le potentiel que la donnée peut nous apporter pour aller chercher des usages. Tu en as parlé notamment sur des tuteurs, sur du mentoring, sur du coaching, des choses comme ça. Donc ça, c'est assez, effectivement, c'est intéressant. Et puis en plus, comme on l'a dit, la compétence est une matière vivante. Ça permet de voir aussi au moment donné si on a un creux sur une compétence qui est une compétence critique. Ça peut nous permettre de voir un petit peu comment on arrive à combler ce creux en quelques semaines ou en quelques mois. Ok, génial. Comment finalement tu définirais toi l'entreprise apprenante? Ce podcast s'appelle l'entreprise apprenante, et on sait qu'il y a une théorisation autour de l'entreprise apprenante, mais toi comment tu en donnerais une définition, ou en tout cas des bonnes pratiques? L'entreprise apprenante, c'est une entreprise qui va comprendre vraiment l'impact et l'importance de l'apprentissage, que ça va leur permettre d'atteindre des objectifs et du succès, que en fait investir dans ses collaborateurs pour qu'ils montent en compétences, c'est quelque chose qui va encore une fois
améliorer autant la performance de la société, mais autant la dynamique interne de la part des collaborateurs d'un point de vue engagement. Donc pour nous, une entreprise apprenante, c'est vraiment une entreprise qui a compris ça, qui accorde en fait une importance à l'apprentissage et qui arrive à faire le lien entre l'apprentissage et les objectifs business. On a pu voir au travers de différentes études, on a Price qui chaque année sort des études auprès des CEO, PDG de l'importance en fait sur quels sont les gros sujets qui les interloquent, et on voit que souvent la compétence c'est quelque chose qui revient. Est-ce qu'on a vraiment les bonnes compétences dans leur top 10 ou top 5 des sujets qui les perturbent un petit peu. Et on voit, voilà, encore une fois, l'importance de l'entreprise apprenante pour nous, pour essayer de conclure et arrêter de parler un peu trop, c'est d'avoir de comprendre l'importance, encore une fois, de l'apprentissage, que le learning and development permet de développer une force de travail qui va être beaucoup plus efficace au quotidien pour répondre à nos objectifs. Ok, génial. Ouais, effectivement, on partage cette vision. Et ce qu'on met en préambule de ce podcast, c'est que la question qu'on pose, c'est de savoir si les entreprises apprenantes ne sont pas celles qui arrivent à finalement se développer plus vite que la concurrence, et en fait d'aller plus vite dans leur apprentissage afin de dominer leur marché, ou en tout cas d'aller beaucoup plus vite et d'être beaucoup plus agile que leurs concurrents, quoi. Si je peux ajouter sur un exemple, par exemple, je citais plusieurs fois Capgemini parce que c'est des informations qui sont publiques, disponibles sur Internet, au travers de différents webinars. On sait que ils ont développé des outils qui permettent d'avoir une plateforme. Bon, bien sûr, cette plateforme, c'est Digrid derrière, mais leur projet, leur initiative qui s'appelle Next est avant tout basée sur l'apprentissage. Et ils n'ont pas mis l'apprentissage qui est, on va dire, obligatoire en France sur cette plateforme. Ils l'ont pas encore mis. Donc, ils sont vraiment dans une démarche de l'entreprise apprenante où ils ont mis accès, ils en parlent, ils ont mis Coursera, ils ont mis des Pluralsight, ils ont mis différentes plateformes à disposition des collaborateurs pour qu'ils continuent à apprendre. Et on voit que leurs stats sont très bonnes, parce qu'il y a un retour de 80% des collaborateurs sur la plateforme, donc un engagement super fort. Et encore une fois, ils n'ont pas encore mis les formations obligatoires dessus. Ils n'ont pas encore plugué ça. Donc c'est voilà, exemple de société apprenante. Je pense que c'est un bon. Pour moi, ça reste un bon exemple. Clairement, quand on sait effectivement que 80% des collaborateurs se sont finalement emparés de formations qui sont des formations à la demande, finalement, sur lesquelles ils sont pas objectivés dessus, ça montre effectivement le degré peut-être de maturité des collaborateurs de Capgemini sur le fait de prendre en main leur propre développement de compétences. Donc je pense que c'est effectivement un exemple qui est assez parlant et qui doit nous questionner, parce que notamment sur les soft skills, tu as parlé de Pluralsight, de Coursera, on sait qu'aujourd'hui le savoir, il y a beaucoup de savoir finalement sur le web, avec des plateformes qui proposent des contenus ultra pertinents, qui viennent parfois d'universités très prestigieuses, parfois d'entreprises qui ne le sont pas moins. Donc voilà. Est-ce que avant de terminer, on n'a pas trop abordé ce sujet, mais effectivement sur Digrid, vous allez agréger du contenu du contenu divers et varié. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette notion d'expérience apprenant et d'agrégateur qui permet en fait d'aller consommer et d'aller vraiment prendre tout ce contenu par rapport à des sujets qui nous intéressent? Comment vous avez travaillé tout ça? En fait, voilà, Digrid, ça part d'un constat simple, c'est encore une fois, on a le collaborateur qui est au centre de l'expérience, on sait que voilà, a plein de systèmes disponibles dans son organisation. Il a la possibilité, voilà, d'aller à droite, à gauche à chaque fois. C'est super, sauf que d'un point de vue engagement, c'est relativement pauvre. On a ensuite nous compris, voilà, qu'il faut rassembler un peu toutes ces ressources. Et donc Digrid, dans une démarche on va agréger toutes ces différentes ressources et donner une seule et même expérience aux collaborateurs. Donc lorsque lui s'identifie en tant que professionnel sur un sujet, on va lui proposer des plans de formation, des parcours de formation avec toutes les ressources qui sont disponibles au sein de sa société, mais également les ressources qui sont gratuites
à l'extérieur, celles qu'il consomme lui au quotidien pour grandir, pour évoluer, tel que toi, moi, on a beau avoir des métiers, on a toujours essayé d'aller sur des blogs, on lit des documents. Donc c'est capitaliser en fait sur tous ces différents points d'entrée, que le collaborateur puisse déclarer le fait que il apprend sur Slack, il construit les compétences derrière, et donc d'avoir une vision globale pour lui de toutes les ressources à un seul et même endroit. Ensuite, s'il souhaite aller chercher, être encore plus curieux, il a plein de moteurs de recherche qui lui permettent en fait d'avoir un seul moteur de recherche pour rechercher dans toute la base de données de sa société. Il va chercher, je prends le sujet encore d'un programmateur, Python. S'il clique juste Python sans sélectionner une compétence, une opportunité ou des formations, il va avoir tout le catalogue des personnes, autant d'un point de vue social dans sa société qui sont spécialistes sur ce sujet-là. Et donc, il va pouvoir être amené à les suivre. Et s'il va les suivre, ça encore enrichir encore plus son expérience. Il va pouvoir liker du contenu. Il va vraiment avoir tout cet aspect collaboratif. Et donc, pour en venir à cette recherche, il va avoir la possibilité de voir tout le catalogue. Donc, si je suis directeur marketing et que je veux aller chercher du Python, j'ai toujours la possibilité. Encore une fois, c'est pas d'arrêter, mais de plus mettre ou de ne pas mettre de barrière en fait à l'apprentissage. C'est-à-dire que j'ai beau avoir, encore une fois, pour en revenir à ce que tu disais, un métier, un diplôme, mais je peux continuer je peux apprendre d'autres choses. Et donc c'est donner cette opportunité aux collaborateurs. Et encore une fois, pour essayer de boucler ça sur l'organisation, pardon Cyril, c'est l'organisation d'avoir une vision globale de ce qui est consommé réellement dans sa société. En termes d'apprentissage, qu'est-ce qui est créé en fait comme valeur, compétences derrière, et comment ces compétences-là peuvent répondre à des objectifs business. Encore une fois, quand on a des opportunités qui sont ouvertes en interne, c'est pour répondre à des objectifs. Et donc, c'est comment réussir à répondre à cela. Voilà, merci. Ah ouais, à connecter, non mais trop bien. Et voilà, et je trouve que c'est top de finir sur ça parce que ça donne vraiment, je trouve que voilà, la vision que vous apportez donne vraiment de la valeur à ce beau métier du learning et de la formation professionnelle, où en fait voilà, on est là aussi pour répondre aux enjeux métiers, pour assurer la performance et la compétitivité de la boîte. Et donc je trouve ça vraiment top, la vision que vous apportez. Laurent, merci beaucoup pour ton temps et pour avoir partagé les expériences, la vision de Digrid. Pour ceux qui veulent en savoir plus, Laurent il est dispo sur LinkedIn. Il y a le site de Digrid qui est très bien fait, qui parle d'upskilling, de reskilling et tout ça. Et puis merci et à très bientôt, Laurent. L'entreprise apprenante vous a été présentée par Nous. Nous est une société dont la mission est d'accompagner le développement des compétences des organisations. Retrouvez-nous sur nous.co, nous.co. À très bientôt sur l'entreprise apprenante.